Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par quelques remerciements et tout d'abord remercier Jean-Marie pour l'invitation à venir partager avec vous les activités de recherche que l'on mène dans le domaine du recyclage direct des batteries et en particulier en utilisant les technologies sous- et supercritiques. Et je voudrais également remercier mes collaborateurs. Alors, tout d'abord les deux doctorants qui ont travaillé sur les travaux que je vais vous montrer aujourd'hui, donc Nela Yagan sur le développement du procédé de recyclage, Insaf Galish sur les études d'analyse de cycle de vie des procédés qu'on a développés, Jacob Olszówka et Gilles Philippot, qui sont deux jeunes chercheurs du laboratoire ICMCB et qui sont porteurs de la thématique au laboratoire recyclage des batteries, Mathieu Morcrette, avec sa casquette de responsable de la cellule de prototypage du RS2E, qui nous a fourni des matériaux qui étaient proches des matériaux que l'on peut retrouver dans l'industrie, Philippe Loubet et Guido Sonnemann, qui sont deux collègues de Bordeaux qui travaillent sur l'analyse de cycle de vie et sur le développement d'outils. Et bien évidemment, ma collègue Laurence Kroganek, qui est spécialiste, chimiste et cristallochimiste des matériaux d'électrodes positives pour batteries, lithium-ion, sodium-ion et potassium-ion. Alors, j'ai intégré le CNRS en 2002 pour travailler sur la synthèse et la mise en forme de matériaux en utilisant la technologie fluide supercritique dans une philosophie de développement durable. Donc, en d'autres termes, développer des matériaux et pour ce faire des procédés avec un impact minimal sur l'environnement, ce qu'on appelait à l'époque la chimie verte ou la chimie pour un développement durable. Et en 2009, je me suis intéressé au recyclage des matériaux. Donc j'ai travaillé sur un certain nombre de systèmes en termes de recyclage également. L'idée étant celle-ci, je me suis intéressé pendant une dizaine d'années sur la formation, la germination-croissance, et je me suis dit, il serait intéressant de regarder quel peut être l'impact, l'apport de la chimie dans la déconstruction des matériaux, sachant que très souvent, quand on parle de recyclage, on pense à des procédés sans chimie, broyage, séparation. Et donc, je suis passé d'une philosophie de développement durable à une philosophie d'économie circulaire, et donc j'ai travaillé sur un certain nombre de systèmes, donc le recyclage des fibres de carbone des matériaux composites, des cellules photovoltaïques, des aimants permanents. Et donc aujourd'hui, je vais faire un focus sur le domaine des batteries. Alors quand on parle d'économie circulaire, j'aime bien le définir en montrant ce diagramme, qui est le diagramme papillon, qui a été proposé par la fondation Ellen MacArthur. Donc pour moi, personne de mieux qu'un skipper peut définir ce qu'est l'économie circulaire. Passer plusieurs semaines, plusieurs mois sur un bateau, il faut déjà avoir cette philosophie de circularité. Et pour ce qui nous concerne dans le domaine des matériaux inorganiques, donc on est plutôt sur l'aile droite du papillon. Vous voyez, donc là, on est sur une philosophie d'économie linéaire, on extrait, on produit, on utilise, on jette. Et maintenant, c'est en train de se développer dans la société. Donc on a des boucles à différents niveaux. Donc la plus courte, c'est la maintenance. Ensuite, la réutilisation, le reconditionnement et le recyclage dont on va parler aujourd'hui. Et donc l'aile de gauche, on ne va pas parler aujourd'hui, mais je vais juste faire un commentaire et un focus. Aujourd'hui, une étape qui est extrêmement importante, c'est la génération de biogaz. On va devoir injecter dans le réseau dans les années qui viennent de plus en plus de biogaz pour substituer le gaz qui provient des énergies fossiles. Et donc j'ai rajouté deux yeux à ce papillon. Donc le premier, qui est un grand enjeu pour notre société, aller vers une société neutre en carbone à l'horizon 2050, donc c'est le Green Deal au niveau de l'Europe. Et la plupart des industriels européens se sont inscrits dans des feuilles de route qui vont leur permettre d'atteindre cet objectif entre 2030 et 2050. Et s'en suivra une société circulaire, une société avec zéro déchet, et certains industriels ont déjà écrit des feuilles de route qui les amèneront à cette société zéro déchet pour 2040. Alors, la circularité à l'échelle du matériau, comment ça peut s'évaluer ? Donc, il y a des collègues qui ont établi un indice de circularité. Et donc, aujourd'hui, cet indice de circularité est intégré dans les outils d'analyse de cycle de vie. Donc, en d'autres termes, cet indice de circularité il va varier entre 0 et 1. On aura un indice de circularité égal à 0 pour un matériau qui est complètement dans une philosophie d'économie linéaire, c'est-à-dire on utilise des matières premières issues de la mine, on l'utilise et ensuite on le jette. Et un indice de circularité de 1 pour des produits qui vont utiliser des matières recyclées, qui vont réutiliser des matières qui ont déjà eu une première vie et qui seront 100% recyclables. Et bien évidemment, les matériaux qu'on utilise aujourd'hui se situent dans la fourchette entre 0 et 1. Et pour ceux qui ont participé à l'aventure autour de la chimie verte, il y avait un facteur qu'on appelait le I-facteur, qui représentait la quantité de déchets générés par kilogramme de produit. Et donc dans le futur, on verra de plus en plus apparaître
dans les publications, certainement dans les appels à projets, hein, comme on parle aujourd'hui de TRL, de devoir développer des matériaux avec un indice de circularité au-dessus d'une certaine valeur, entre 0 et 1. Donc je vous propose aujourd'hui la structuration suivante pour ma présentation. Donc une première partie sur pourquoi il est important aujourd'hui de recycler les matériaux. Ensuite, je ferai un focus sur les technologies actuelles de recyclage des batteries, ce qui me permettra de positionner la technologie qu'on a développée dans le domaine du recyclage direct des batteries en utilisant la technologie CO2 sous pression. Et donc juste avant, pour pouvoir introduire l'intérêt d'utiliser ce type de technologie, je ferai une brève introduction sur l'utilisation des fluides sous- et supercritiques. Alors pourquoi recycler les matériaux? Je dirais en tant que citoyen, pour ne plus voir ça. Ce que vous voyez ici, c'est une image de la façon avec laquelle on recycle aujourd'hui les pales d'éoliennes. Il faut savoir qu'on est en train de démonter les premiers champs éoliens. On fait un trou, on met les pales d'éoliennes et on rebouche. Alors le premier, je dirais, la première force motrice du recyclage des matériaux, bien évidemment, c'est pour des questions de souveraineté nationale et européenne, et malheureusement aujourd'hui on en parle beaucoup dans l'actualité. Et donc dans l'histoire de la circularité, une étape importante a été donc dans les années 2010, quand la communauté européenne a défini la notion de matériaux critiques, plus précisément en 2011, quand il y a eu les premières crises en particulier autour des métaux rares, le cérium qui augmentait de plus de 300%. Donc en 2011, 14 éléments, et puis un nouveau rapport a été fait, donc vous pouvez y avoir accès sur Internet facilement. 2023, un nouveau rapport, la liste s'est étoffée, et aujourd'hui il y a 31 métaux critiques, 31 matériaux critiques. Donc une matière critique, c'est quoi? C'est une matière dont l'accès est limité pour des questions de ressources, mais également pour des questions géopolitiques et géostratégiques. Et ce que l'on voit sur la page de couverture de ce rapport, vous voyez au niveau de la Chine, tous les éléments dont la Chine gère aujourd'hui le contrôle, je dirais, de l'ensemble de ces matières. Alors depuis 2011, il y a énormément d'ouvrages qui sont sortis sur les métaux rares, les métaux critiques. Et donc le dernier en date est celui-ci qui est sorti en fin d'année dernière, qui est intéressant. Et donc je vais vous lire juste deux passages pour montrer vraiment l'intérêt de rentrer dans cette circularité. Donc Jean-Marie nous a présenté des matériaux d'électrode positive pour les batteries sodium-ion. Il y a du vanadium. Donc vous voyez, pour produire 1 kg de vanadium, il faut purifier 8,5 tonnes de roche. Pour produire 1 kg de cérium, 16 tonnes de roche. Pour produire 1 kg de gallium, 50 tonnes de roche. À l'extrême, pour produire 1 kg de lutécium, donc lutécium est de la famille des lanthanides, il faut 1200 tonnes de roche. Donc ce sont vraiment des chiffres qui parlent. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est ce qui est ici. Donc je vais vous le lire parce que c'est vrai que nous développons des technologies qui vont être basées et pour lesquelles on va avoir besoin de ces métaux critiques. Donc dans le futur, nous allons consommer davantage de minerais durant la prochaine génération qu'au cours des 70 000 dernières années. C'est-à-dire des 2500 générations qui nous ont précédées. Donc nos 7,5 milliards de contemporains vont absorber plus de ressources minérales que les 108 milliards d'humains que la Terre a portés jusqu'à ce jour. Donc tout l'enjeu est ici, et donc on a un grand enjeu si on veut continuer à développer des technologies dont on aura besoin, donc dans le domaine des batteries qu'on évoque aujourd'hui, dans le domaine des aimants qui sont utilisés au niveau des pales d'éoliennes, mais également au niveau des moteurs, etc. On a vraiment besoin de rentrer dans cette philosophie d'économie circulaire. Donc de retour dans le domaine des batteries, donc aujourd'hui, tous les éléments qui sont utilisés dans une batterie lithium-ion sont considérés comme des matières critiques, donc depuis le graphite ou le cobalt depuis 2011 jusqu'au manganèse, cuivre, nickel, aluminium en 2023. Donc ça veut dire qu'il y a des risques, on parle de gigafactories, il y a des gigafactories qui sont en train de se monter en Europe, qui sont en train de se lancer, donc il y a des risques au niveau de l'approvisionnement et donc un impact économique qui est considérable. Et donc la conséquence d'avoir cette liste de matières critiques, c'est la législation. Et dans le domaine du recyclage, je m'intéresse à ce domaine depuis 2009, je dirais la principale force motrice pour pouvoir dynamiser une économie autour du recyclage, c'est la législation. Parce qu'on n'a pas le choix, on doit la respecter.
Donc là, vous voyez la législation qui a été proposée au niveau de la Commission européenne en 2023 pour le futur des batteries lithium-ion. Donc il y a 2 lignes qui se sont ajoutées par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc au début, bien évidemment, des objectifs en termes de collecte. Donc si on regarde 70% en 2030. Ensuite, des objectifs en termes de recyclage, en masse de la batterie. Donc ça existait déjà. Donc vous voyez, ça augmente pour atteindre également 70% en 2030. Et ce qui est nouveau, c'est une quantification au niveau des matières que l'on doit récupérer. Cobalt, cuivre, nickel, lithium. Donc vous voyez ici les chiffres avec les objectifs à atteindre en 2027 et en 2030. Et puis, ce qui est également nouveau, c'est la nécessité, dans les prochaines générations de batteries, d'intégrer des matières de recyclage. Donc maintenant, il y a un terme qui devient commun, ce qu'on appelle matières premières de recyclage. Et donc dans ces batteries, d'introduire des matières premières de recyclage qui contiennent un certain taux de cobalt, de lithium, de nickel. Donc vous voyez 2030 et 2035. Donc je dirais, la législation, c'est vraiment la première force incitative pour aller vers le recyclage des matériaux. Et la seconde, c'est la réduction de l'impact carbone. J'ai évoqué l'objectif Green Deal, donc une société neutre en carbone pour 2050. Et ce que je voulais, c'est vous montrer que le recyclage, c'est un réel levier pour atteindre cet objectif. Et les sociétés qui travaillent dans le domaine des matériaux le savent. Et c'est une des raisons pour laquelle elles investissent de plus en plus dans le domaine du recyclage des matériaux. Alors vous voyez ici, donc ce sont des leviers. Donc le premier, c'est réduire le nombre de voitures et les convertir aux technologies bas carbone. Le second, par exemple, c'est augmenter la superficie des surfaces forestières. Le troisième, rénover massivement et globalement les logements. Donc je ne vais pas tous les lire, mais vous voyez, augmenter le recyclage des matériaux, il apparaît en 9e position. Donc recycler les matériaux peut réellement avoir un impact, on l'a vu, sur les questions de souveraineté, mais également sur des questions d'impact en carbone. Et donc je vais l'illustrer avec un exemple concret sur lequel nous avons travaillé. Donc, les matériaux composites, une nouvelle génération de matériaux. Donc vous avez des fibres de carbone dans une matrice polymère. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'applications. L'objectif principal était d'alléger les structures pour minimiser la consommation de carburant. Donc on le voit dans un certain nombre d'applications, donc les nouvelles générations d'avions, de voitures, de camions, également les réservoirs pour le stockage de l'hydrogène. Au niveau de l'éolien, la possibilité de construire des pales d'éoliennes beaucoup plus longues. Et donc on a fait une étude comparative, donc je vais juste vous montrer un schéma de cette étude. Donc on a fait une étude comparative entre différents procédés de recyclage de ces matériaux. Et donc je vais vous montrer juste ceci pour illustrer les propos dont je vais parler juste avant. Donc là, ce que l'on compare, c'est l'impact d'une fibre vierge par rapport à une fibre recyclée. Donc quand on fait de l'analyse de cycle de vie, on compare les impacts de différents aspects du procédé sur différents critères que vous voyez apparaître ici. Et donc la conclusion qui est importante, on peut se rendre compte que l'impact d'une fibre de carbone recyclée, bien évidemment à isoperformance, à isopropriété, est réduite de 80% par rapport à l'impact d'une fibre de carbone neuve. Pour faire une fibre de carbone, on va carboniser un prépolymère à des températures allant au-delà de 1400 degrés, donc c'est une technologie qui est extrêmement énergivore. Et donc pour finir cette première partie, juste pour votre gouvernement, vous faire savoir qu'il y a une initiative au niveau national dans le cadre du programme France 2030 et des PEPR au niveau du recyclage. Donc c'est un programme qui est porté par le CNRS, par Jean-François Gérard. Et donc les objectifs, c'est de travailler sur 5 types de produits. Ça a été fixé par le SGPI, le secrétariat général pour les investissements. Donc les plastiques, les métaux stratégiques. Donc le recyclage des batteries rentre dans cet axe métaux stratégiques. Les composites, donc je suis porteur de ce projet au niveau national. La partie textile, pour laquelle il y a très peu de recyclage aujourd'hui. Et puis la partie papier-carton, même si aujourd'hui les taux de recyclage des papiers et des cartons sont de l'ordre de 70% en France, l'idée c'est d'aller vers du upcycling. Ça me permet d'introduire 3 notions. Donc on parle généralement de recyclage, recycling. Dans la majeure partie des cas, on fait ce qu'on appelle du downcycling, c'est-à-dire on va produire des matières qui vont avoir une valeur ajoutée inférieure à la valeur ajoutée de la matière d'origine. Et puis le upcycling, je dirais, pour les chimistes, c'est de transformer le plomb en or, donc ça arrive quasiment jamais. Mais néanmoins, quand on va faire du recyclage, on va essayer
d'imaginer comment on pourra améliorer la valeur ajoutée du produit que l'on va produire. Alors, je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie sur une overview rapide. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail de chaque technologie, mais c'est de permettre de positionner la technologie qu'on a développée et que je présenterai par la suite. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution des activités de recherche, et en particulier du nombre de publications en fonction des années, avec les deux mots-clés, batterie et recyclage. Et ce que vous voyez, c'est que ça a démarré en 90 avec très très peu d'études. Ça s'est développé et on voit un boom depuis le début des années 2020 où le nombre de publications a été multiplié par 4. Alors, au niveau du recyclage des batteries et du recyclage, je dirais, des déchets en général en France, comment ça se passe? Donc, il y a ce qu'on appelle des éco-organismes. Des éco-organismes, ce sont des organismes qui sont agréés par l'État pour des durées plus ou moins longues et ils sont agréés pour gérer des filières REP. Donc REP, ça signifie responsabilité étendue du producteur. Donc c'est le principe pollueur-payeur qui avait été lancé, si je me souviens bien, dans les années 1980, qui a été mis en œuvre. Quand vous achetez des produits aujourd'hui, vous payez une écotaxe, vous payez une éco-contribution. Et donc cette écotaxe est reversée à cet éco-organisme qui est agréé. Et avec cette écotaxe, il doit gérer l'ensemble de la filière pour laquelle il a reçu cet agrément, c'est-à-dire la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation. Et quand je dis il doit gérer, il ne fait pas par lui-même toutes ces transformations, mais il lance des appels à projets et il trouve des sociétés qui vont gérer ces différentes étapes. Et il faut savoir que sur le chiffre d'affaires de ces éco-organismes, donc ce chiffre d'affaires qui est lié aux écotaxes qu'ils reçoivent par rapport à la filière REP concernée, ils sont obligés aussi d'investir dans la recherche et le développement. Et donc si je reviens au cas des batteries, l'éco-organisme qui gère les batteries aujourd'hui en France, c'est Corepil. Et donc Corepil est une filiale d'Écosystème. Écosystème, il est sur la filière REP D3E, déchets d'équipements électroniques et électriques. Et donc Corepil va intégrer au 1er juillet 2025 complètement Écosystème. Donc aujourd'hui, il gère la filière REP piles et accumulateurs portables. Donc pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, au niveau des piles, c'est moins de 10% de l'ensemble de leur activité. Et donc au niveau national, vous avez des espaces pour la collecte, la collecte et le tri, et puis des espaces pour le traitement. Au niveau des accumulateurs, c'est sur ce site SNAM que c'est réalisé au niveau national aujourd'hui. Et donc là, Corepil, qui va intégrer Écosystème, est en train de demander un nouvel agrément pour les années à venir, qui va intégrer les batteries des véhicules électriques. Il y a 5 niveaux de batteries, et c'est là-dedans que rentre la problématique de gestion des batteries des véhicules électriques. Alors une batterie, on l'a vu dans la présentation précédente, c'est déjà complexe au niveau du matériau, même si la substitution, comme nous l'a montré Jean-Marie, est un outil fantastique pour le chimiste du solide, pour améliorer donc, ce qui a été montré aujourd'hui, la conductivité du sodium. Derrière, ça va devenir compliqué pour recycler, pour séparer. Quand on complexifie le matériau, derrière, on complexifie la problématique de recyclage. Et si on prend la batterie complète, c'est un objet qui est extrêmement complexe. Chaque batterie va avoir des propriétés, des designs qui vont être différents en fonction de la personne qui va fabriquer cette batterie. Donc, ce qui va être un problème pour le recyclage. Et un des moyens, c'est ce que l'on retrouve dans la littérature, j'ai parlé précédemment de la législation qui permet vraiment d'aller vers des actions incitatives, serait d'avoir une législation sur les batteries et de dire aux constructeurs de batteries, vous faites toutes des batteries qui sont comme ça, pour faciliter derrière leur démantèlement et le recyclage. Donc c'est vrai que c'est un doux rêve, je pense que ça n'arrivera jamais, mais néanmoins c'est ce qui permettrait de standardiser et derrière de réduire les coûts de recyclage des batteries. Donc d'aller vers une philosophie d'éco-conception et d'utiliser des robots pour je dirais, gérer la première phase du recyclage des batteries, qu'est le démantèlement. C'est des choses qui existent déjà dans d'autres secteurs. Si vous visitez l'usine de Triade Électronique, qui est une filiale de Veolia à côté d'Angers, par exemple, vous voyez une chaîne complètement automatisée et robotisée pour désassembler des téléviseurs.
Et là, on voit qu'il y a une problématique, typiquement, hein, c'est intéressant à regarder, c'est le pied du téléviseur. Il n'y a pas un téléviseur qui a le même pied, donc ils sont obligés de mettre une personne qui va enlever manuellement le pied du téléviseur et ensuite mettre l'écran dans la chaîne robotisée qui va le démanteler. Hein, donc c'est des choses qui existent déjà. Je pense que l'industrie du recyclage sait le faire, mais jusqu'à une certaine limite. Et aujourd'hui, c'est vrai que les typologies de batteries sont tellement différentes les unes des autres qu'il est compliqué d'aller vers cette démarche. Alors ensuite, si on applique, je dirais, le triangle classique de gestion hiérarchique du management des déchets au cas des batteries, alors la première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de prévention, donc c'est lors de la conception. Et donc du coup, c'est d'utiliser moins d'éléments critiques dans la préparation des batteries de demain. Hein. C'est ce qui est en train de se faire au niveau du lithium-ion, où on essaie d'enlever le cobalt de ces batteries. Ensuite, si vous vous rappelez aussi le diagramme Butterfly que je vous ai montré précédemment, le deuxième maillon de la chaîne, c'est d'imaginer une deuxième vie pour ces batteries. On trouve déjà quelques exemples avec l'utilisation de ces batteries pour le stockage stationnaire. Et il y a un exemple qui est souvent mis en avant, hein, c'est le stade d'Amsterdam, où vous avez des batteries qui sont dans leur seconde vie et qui permettent de gérer, de stocker l'ensemble de l'électricité qui est produite par les panneaux solaires du stade. Le troisième niveau, c'est le recyclage. Donc aujourd'hui, il existe deux grands types de procédés de recyclage. La pyrométallurgie, hein, donc là, on va mettre les cellules dans un four en présence de carbone pour permettre de réduire les métaux. Et donc au final, on va obtenir des alliages métalliques qu'il faudra retraiter par hydrométallurgie si on veut séparer et récupérer les différents éléments. Et donc il y a des développements qui ont été faits pour essayer de capter le lithium et l'aluminium en réjectant de la silice et former ce que l'on appelle des slags. Hein, donc c'est un système plus ou moins vitreux qui permet de capter l'aluminium et le lithium. Donc la deuxième grande technologie, et qui est une des technologies, je dirais, les plus développées en France parce qu'elle permet une séparation des éléments et la production de nouveaux précurseurs pour pouvoir préparer les éléments actifs de la cathode. Donc je vais revenir sur le schéma précédent. Vous voyez, on voit bien les différentes étapes du recyclage. Donc on collecte. Ensuite, il y a toute la partie décharge, sécurisation. Ensuite, le démantèlement où on enlève le casing et toute la partie électronique. Ensuite, au niveau du module et des cellules, un broyage, une séparation des non-ferreux, qui est aujourd'hui maîtrisée à l'échelle industrielle, et puis la génération de la black mass, qui ensuite va être traitée par hydrométallurgie pour pouvoir récupérer les matières actives. Donc là, je vois qu'il y a une petite erreur, c'est le manganèse. Et puis la troisième voie de recyclage, qui est le recyclage direct. Hein. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à démonter les différents éléments. Donc on l'a vu juste avant sur les différentes technologies, on les démonte, mais jusqu'à l'échelle du module. Là, c'est d'arriver à les démonter plus finement à l'échelle de la cellule. Et derrière, une fois qu'on a réussi à faire ça, eh bien, on peut faire de la médecine. Hein. On va réparer, on va guérir ces différents éléments pour pouvoir les réinjecter dans une nouvelle batterie. Et là, bien évidemment, la grande difficulté est d'arriver à désassembler ces différents éléments. Et si vous positionnez ces différentes technologies hein, sur un diagramme, on voit que bien évidemment, la boucle la plus courte, c'est le recyclage direct. Et ensuite, on a l'hydrométallurgie et la pyrométallurgie. Donc, je dirais d'une façon générale, la philosophie que j'ai suivie depuis 2009, hein, c'est d'arriver toujours à garder de la complexité et de l'énergie dans le matériau. Donc, essayer d'éviter de retourner à la matière première, mais d'arriver à démanteler les matériaux, s'arrêter dans une étape intermédiaire qui permet ensuite de réutiliser ces matières premières de recyclage pour reconstruire un nouveau matériau. Et donc, nous, dans un premier temps, pour développer la technologie dont je vais vous parler par la suite, on s'est intéressé aux déchets de production, hein, qui représentent aujourd'hui, je dirais, le premier enjeu. Donc, ce que vous voyez sur ce diagramme qui a été produit par la société Umicore, c'est l'évolution des besoins en termes de recyclage des batteries en fin de vie, en vert, et des déchets de production en bleu.
Dans la littérature, on voit qu'en gros, le taux de déchets de production va entre 5 et 30% en fonction de la taille de l'usine et en fonction de son niveau de maturité par rapport à la phase de commissioning de la société. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on s'est intéressé dans un premier temps sur le recyclage des déchets de production en utilisant les technologies sous- et supercritiques. Et donc là, je vous propose maintenant de faire une brève introduction pour vous montrer l'intérêt d'utiliser ces technologies. Alors je vais sortir un petit peu du domaine des batteries dans cette troisième partie pour y revenir dans la quatrième partie. Et je vais illustrer l'intérêt d'exploiter les propriétés spécifiques de ces milieux à partir d'exemples concrets de ce qu'on a pu faire dans les 20 dernières années au niveau du laboratoire. Alors un fluide supercritique, c'est quoi ? Pour le chimiste, c'est un solvant qui va être utilisé dans des conditions particulières de température et de pression. Donc vous voyez ici un diagramme de phase pression en fonction de la température. Donc la courbe d'équilibre liquide-vapeur, les trois états de la matière, le solide, le liquide et le gaz. Et donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir passer du liquide au gaz juste en jouant sur la pression et la température. Et je dirais, être en supercritique, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est important dans les activités de recherche que l'on mène, c'est une bonne connaissance de la thermophysique des solvants qu'on va utiliser et de savoir où est-ce qu'on va devoir se placer au niveau du diagramme de phase en fonction de ce que l'on souhaite faire. Bon, il s'avère que dans les conditions supercritiques, pour des questions de cinétique, la température étant plus élevée, on va avoir des meilleures cinétiques de réaction. Néanmoins, je vais vous montrer des exemples où on va pouvoir travailler dans des conditions sous-critiques. Et donc quand je dis on va faire varier les propriétés des propriétés du liquide aux propriétés du gaz, c'est en termes de densité, c'est en termes de viscosité et en termes de diffusivité. Alors vous avez ici toute une liste de solvants. Il faut savoir que le point critique, c'est une donnée thermodynamique de chaque composé pur. NaCl, par exemple, a un point critique qui va être très haut en pression et température. Donc pour ce qui nous concerne, vous avez ici une liste de solvants qu'on utilise. Les températures critiques, pression critique. Alors bien évidemment, le solvant le plus utilisé et le plus connu, c'est le CO2 supercritique, facilement accessible, 31 degrés, 73,8 bars. L'eau, je vais le montrer par la suite, est un solvant qui est extrêmement intéressant, un petit peu plus difficile à atteindre d'un point de vue technologique, 374 degrés, 221 bars. Après, on peut utiliser des alcools. Ce qui est intéressant également, c'est d'utiliser des mélanges. Et pour ce faire, je pense on a développé des outils à Bordeaux qui nous permettent de maîtriser la thermodynamique. Et ça, c'est extrêmement important, parce que dès que vous avez un mélange, vous n'allez plus considérer le point critique de l'un ou de l'autre. On voit souvent, dans la littérature, vous utilisez des mélanges CO2 avec un cosolvant, et on va considérer que le mélange sera supercritique au-delà des coordonnées critiques du CO2. C'est faux. Dès que vous avez un mélange, vous devez vous intéresser à la thermodynamique de ce mélange. Et il existe 4 types différents de diagrammes de phase. Donc le plus simple, c'est le type 1 où on a une évolution continue des propriétés, jusqu'au type 4 qui va être beaucoup plus complexe. Et après, on va pouvoir utiliser d'autres solvants, comme l'ammoniac, par exemple, pour faire germer et croître des nitrures, ou de l'hexane, ou tout type de solvant. Alors, la première application industrielle des fluides supercritiques, c'est l'extraction de la caféine du café qui est bien connue. Et je le montre parce que la technologie qu'on a développée pour le recyclage des déchets de production de batteries, d'un point de vue process, est très proche de cela. Au cosolvant près, mais elle est très proche de cela, ce qui veut dire que le scale-up est tout à fait envisageable. Et dans le domaine des matériaux, on utilise généralement les milieux fluides supercritiques pour faire des matériaux qu'on ne peut pas forcément faire avec des approches plus conventionnelles. Et là, j'ai montré un exemple avec le CO2 supercritique pour faire du séchage. Donc du séchage au CO2, c'est intéressant parce qu'on va s'affranchir, vu qu'on a une tension de surface quasiment nulle entre le fluide et le solide, des forces capillaires qu'on va rencontrer par un séchage classique à l'air. Et donc du coup, ça va pouvoir permettre de faire des aérogels avec des propriétés tout à fait intéressantes. Donc là, vous avez l'exemple d'un aérogel organique avec une densité de 0,001 g par centimètre cube. Donc c'est extrêmement faible. Et dernièrement, on a déposé un brevet, donc c'était fin d'année 2024, sur des matériaux inorganiques où on arrive à révéler des porosités, de la microporosité à la macroporosité en passant par la mésoporosité, ce qui ne peut pas être fait en faisant des séchages classiques ou avec d'autres technologies. Je vous propose maintenant de faire un focus sur l'eau. Donc là, ça ne sera pas du tout utilisé pour le recyclage des batteries, mais pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ces technologies. Alors, première chose qui est intéressante, c'est que vous voyez, là, ce que vous voyez, c'est l'évolution de la constante diélectrique de l'eau
en fonction de la température à 250 bars. Est-ce que vous voyez qu'avec de l'eau, en changeant la température, vous allez avoir les propriétés de différents solvants, et l'eau supercritique est comme de l'hexane. Donc ça veut dire que vous pouvez faire de l'hydrolyse dans de l'hexane, ce qu'on va utiliser par exemple pour le recyclage des matériaux composites. Et donc pour l'expliquer aussi d'une autre manière, donc dans l'eau normale hein, que nous connaissons toutes et tous, les sels sont solubles, mais pas l'huile. Dans l'eau supercritique, les sels ne sont pas solubles, donc propriété qu'on utilise pour précipiter des matériaux inorganiques, et l'huile est soluble. Et donc ça donne accès à des matériaux, hein, comme je l'ai dit, qui sont inédits, qu'on ne peut pas obtenir avec des approches plus conventionnelles. Je vais donner un exemple. On a travaillé sur les 10 dernières années sur la synthèse de géominéraux. Et en particulier, on a commencé par le talc, qui est un silicate de magnésium. Alors, aujourd'hui, le talc hein, est un excipient dans beaucoup de formulations. Il est extrait d'une mine des Pyrénées, hein, à Luznac, les talcs de Luznac, par la société Emeris. Et donc nous, on a travaillé sur essayer de reproduire ce qui se passe dans la nature. Hein. Donc la nature a besoin d'à peu près 1 million d'années pour faire germer et croître ces matériaux, mais de façon synthétique. Alors pourquoi ? Vous avez ici la structure du talc, hein, c'est un matériau lamellaire, avec du magnésium en site octaédrique et du silicium en site tétraédrique. Donc il y avait deux problématiques. Le talc est utilisé pour des renforts dans des matrices polymères, et donc il y avait un besoin d'arriver à réduire la taille. Et si vous prenez du talc naturel que vous broyez, vous allez l'amorphiser, et au final vous allez perdre les propriétés escomptées. Et la deuxième chose importante, c'était d'avoir un matériau avec une pureté minéralogique et chimique, parce qu'en fonction de la veine de laquelle vous allez extraire votre matériau, vous allez avoir différentes impuretés. Et donc on a montré, hein, avec un procédé aussi simple que celui-ci, on injecte les précurseurs, on les mélange, on cristallise dans un réacteur eau supercritique, et en 20 secondes, on arrive à obtenir le matériau. Un matériau qui est bien cristallisé, un matériau qui va être avec des tailles submicroniques, et un matériau qui va être pur. Donc on a bien évidemment travaillé à la fois sur des aspects fondamentaux pour comprendre la germination-croissance de ces phases dans l'eau supercritique. Vous avez ici 2 images de microscopie, donc du talc naturel et du nanotalc supercritique, et également sur des études moins appliquées avec un transfert de technologie vers l'industrie, où là vous voyez une installation industrielle qui est aujourd'hui développée chez Emeris dans la banlieue de Lyon. Et grâce à ça, on s'est intéressé également au silicate de calcium, qui représente un enjeu pour les ciments de demain. Donc les silicates de calcium, ce sont les fameux CSH qui sont utilisés dans les ciments. Et comme vous le savez, il y a un gros enjeu parce que le ciment est à l'origine, la production de ciment, à l'origine de 8% des émissions de CO2 anthropiques. Et donc nous, on l'a abordé sous un angle intéressant et un petit peu différent de la façon dont c'est fait. Donc on a monté un laboratoire sans mur entre l'Université de Bordeaux et l'Université de Saint-Sébastien. Donc ça regroupe à peu près 50 chercheurs des 2 universités. Et l'objectif, c'est d'arriver de développer des ciments avec une très faible empreinte carbone, mais également des ciments fonctionnels dans le domaine de l'énergie. Donc des ciments, on a fait la preuve de concept de la première batterie basée sur des ciments. Donc les performances sont 3 ordres de grandeur inférieures aux batteries actuelles lithium-ion, mais il y a beaucoup plus de volume et des possibilités d'augmenter la performance. Des ciments, on travaille actuellement sur des ciments qui auraient des propriétés photovoltaïques, et également on a développé des ciments avec des surfaces, avec des métasurfaces qui permettent de gérer les photons entre l'hiver et l'été. Donc c'est une approche différente de ce qui est habituellement fait dans le domaine des ciments. Et une deuxième propriété qui est extrêmement intéressante, c'est l'évolution du produit ionique de l'eau, ici qu'on voit, hein, et qui montre qu'on n'est pas obligé forcément d'être en supercritique. Et ce qu'on voit qu'à 250 degrés, on est à 10-11, donc 3 ordres de grandeur au-dessus du produit ionique de l'eau dans les conditions normales de température et de pression. Et donc ça permet de faire des traitements de surface de matériaux et de remplacer des traitements qui sont aujourd'hui faits dans des bains acides ou basiques. Et on a également un transfert de technologie qui est en cours avec une des sociétés du groupe Safran. Donc je vous propose maintenant, après avoir montré un petit peu la versatilité qu'offre cette approche, parce qu'elle l'offre en termes de solvants, hein, on peut travailler avec différents solvants,
on peut travailler avec différents mélanges de solvants et on peut derrière adapter le procédé. Donc on a une histoire au laboratoire sur le développement de l'utilisation du CO2 dans le domaine du recyclage. Donc si vous regardez la littérature, aujourd'hui le CO2 est utilisé dans 3 grands domaines. Donc le premier, sa vocation première, l'extraction. Il y a des études qui ont été publiées en 2014 sur l'extraction des électrolytes des batteries, donc ça fonctionne bien. Il y a beaucoup d'études actuellement sur la purification des polymères, parce qu'un des grands enjeux sur le recyclage des plastiques, c'est de les purifier. Des chutes de production, des matériaux qui sont propres, on sait les recycler. Dès qu'il y a une pollution, on va devoir aller les dépolluer. Donc là, il y a beaucoup de projets qui utilisent le CO2 supercritique. La partie délamination dont on va parler aujourd'hui et sur laquelle on travaille activement depuis une quinzaine d'années. Et puis on voit des publications qui sont en train de sortir sur l'effet du CO2 qui peut assister les procédés hydrométallurgiques. Donc le fait d'ajouter du CO2 dans des bains acides classiquement utilisés en hydrométallurgie permet d'accélérer les cinétiques de lixiviation. Alors je vais revenir à la délamination qui nous a permis de travailler sur le recyclage direct des batteries. Et donc on a travaillé dans les années 2015. Nos premiers travaux là-dessus, c'était le recyclage des cellules photovoltaïques où il y avait une problématique de séparation des différents éléments. Dans une cellule photovoltaïque de première génération, vous avez 3 couches. La front sheet qui est du verre, ensuite la partie active qui est au milieu et la face arrière qui est des matériaux constitués de matériaux fluorés. Et donc les matériaux fluorés, souvent, c'est un gros problème pour le recyclage parce que dès que vous appliquez des traitements thermiques, vous allez générer de l'acide fluorhydrique ou du fluor, ce qui peut poser un souci. Et donc là, on a breveté une technologie basée sur le CO2 qui permettait de séparer ces différents éléments, qui a été appliquée au recyclage des emballages alimentaires et qui a donné lieu à la spin-off Idelam en 2019, qui s'intéresse aujourd'hui au recyclage de différents produits techniques multicomposants. Par exemple, dans le domaine de l'alimentaire, si on prend la brique Tetra Pak, on arrive à séparer les différents éléments. Et en particulier, ils travaillent activement actuellement sur le recyclage des chaussures. Ils arrivent à séparer les différents éléments de la chaussure. Donc aujourd'hui, on a monté un pilote au laboratoire. Donc je vous le montre parce que je vais faire une étude de scale-up à la fin de ma présentation pour ce dont aurait besoin une gigafactory. Et donc c'est une machine guère plus grosse que celle-ci. Ici, vous avez un réacteur de 30 litres, un système CO2 avec une boucle de recyclage intégrée du CO2. On a actuellement une deuxième société qui s'intéresse à nos travaux, qui est la société ADN Group, qui s'intéresse au recyclage des planches de glisse. Il faut savoir qu'en France, plus de 1500 tonnes de déchets sont générés tous les ans, et aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, on travaille également là-dessus. Donc actuellement, on a 2 sociétés qui s'intéressent à ce type de technologie. Alors de retour dans le domaine des batteries, donc on travaille actuellement sur le recyclage, comme je l'ai dit, des déchets de production, le recyclage des batteries en fin de vie, et également, avec tout ça, des études sur l'analyse de cycle de vie, chose que l'on fait depuis le début des années 2010 pour toujours être en mesure de bien quantifier l'impact carbone des procédés et des matériaux qu'on va développer. Alors ça, je pense que ce n'est pas trop nécessaire d'insister dessus, parce qu'avec les cours de Jean-Marie, vous avez dû avoir toutes ces informations sur la constitution d'une batterie, et en particulier d'une cellule cylindrique. Et donc les travaux que je vais vous montrer portent sur la preuve de concept de la délamination sur l'électrode positive. On a fait exactement pareil sur la négative, et ça marche tout aussi bien, voire mieux. Donc cette électrode, elle est constituée d'un feuillet en aluminium et de part et d'autre la matière active qui est dans le liant, dans le binder, qui contient également du carbone. Et donc l'idée, c'est d'être en mesure de séparer l'ensemble de ces éléments pour pouvoir ensuite refaire une batterie. Donc le principe est relativement simple. On va mettre le matériau dans le réacteur. Et donc souvent, la clé de l'ensemble des procédés qu'on a pu développer dans les dernières années, c'est le cosolvant. Généralement, avec du CO2 seul, ça pourrait marcher, mais les temps de diffusion sont trop longs. Donc le compromis, c'est de rajouter un petit peu de cosolvant pour accélérer les cinétiques,
mais pas trop, parce que ce cosolvant devient un déchet qui va bien évidemment falloir traiter si on ne peut pas le recycler, et qui va avoir un impact, un impact environnemental, un impact CO2 sur l'ensemble du procédé. Donc pour la délamination des batteries, donc on travaille sur le système triéthylphosphate, qui est considéré aujourd'hui comme un solvant vert, acétone et CO2. Et donc on suit le processus de délamination. L'optimisation paramétrique a été faite sur la base de l'efficacité de la délamination. Donc là, vous avez un matériau avant et après traitement, avec cette formule, donc masse initiale moins masse finale, sur masse initiale moins masse du feuillet d'aluminium. Et bien évidemment, si on arrive à bien délaminer, la masse finale est égale à la masse du feuillet d'aluminium, et on obtient une efficacité de délamination de 100%. Alors j'ai résumé la phase d'optimisation qu'a pris une thèse en un slide. Donc on travaille à 100 bars. Il a fallu optimiser la composition du cosolvant, triéthylphosphate, acétone, la température, le temps de traitement et bien évidemment la quantité de solvant. Donc ça c'est vraiment le paramètre clé, la quantité de cosolvant par rapport à la masse de matériaux que l'on souhaite recycler. Donc vous avez ici cette composition qui était optimale, température optimale 120 degrés, 15 minutes de temps de traitement. Donc vous voyez, c'est rapide. Ça veut dire qu'on peut envisager de faire un certain nombre de cycles dans une journée. Et puis la quantité de TEP dont on a besoin. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis à Argonne National Lab, où ils ont fait des études de délamination en utilisant uniquement du TEP, sans acétone et sans CO2. Ils sont sur des quantités de solvants 6,7 fois supérieures. Ils ont besoin d'agiter pendant un temps assez long. Donc pareil, agiter un système quand vous avez des matériaux que vous ne voulez pas altérer, ça peut être un problème. Et au final, ils ont un problème pour gérer la viscosité du TEP, d'où l'intérêt d'ajouter de l'acétone pour bien laver les matériaux au final. Et donc le paramètre clé pour le scale-up, c'est vraiment ce ratio cosolvant, parce que le CO2, ce n'est pas un problème. La pression, ça ne coûte pas cher en énergie. On arrive à pressuriser facilement. Ce qui coûte le plus cher, c'est la température. Et le CO2, dans tous les procédés industriels, aujourd'hui, c'est maîtrisé, il est réutilisé, il est recyclé en loupe. Donc la problématique, c'est vraiment la gestion du cosolvant. Et donc après la délamination, voilà ce que l'on obtient donc, au niveau du feuillet d'aluminium, donc avant, après. Et ce qu'on voit, c'est juste les impacts liés au calendrage lors de l'interaction entre le feuillet d'aluminium et la partie active de la batterie lors de sa formation. Donc l'aluminium est vraiment propre et peut être réinjecté dans des circuits de valorisation de l'aluminium. Bien évidemment, on a vérifié la structure du matériau qui était capitale. Donc on a montré qu'on préservait la structure du matériau, et en particulier en comparant trois matériaux. Donc le matériau d'origine, et ce qui était intéressant aussi de travailler avec les collègues d'Amiens, parce qu'on pouvait vraiment suivre l'historique du matériau. On avait accès à la matière première utilisée pour faire les électrodes. Ensuite, MSE, c'est un matériau qu'on a obtenu manuellement en grattant les électrodes, et puis le matériau obtenu par recyclage. De la même manière, on a vérifié qu'on préservait la composition chimique, ce qui était capital, parce que ce qui n'était pas gagné quand on a commencé, c'est bien évidemment les risques de formation de carbonate de lithium à la surface du matériau. Donc on a montré que le procédé n'avait pas d'impact à la fois sur la structure du matériau et sur sa composition. Le point après qui était important, c'était de vérifier l'intégrité au niveau de la morphologie des particules. Donc pareil, on a comparé l'évolution de la morphologie des particules de matière active sur ces trois familles de matériaux. Toujours pareil, le matériau d'origine, le matériau gratté et le matériau recyclé. Donc on voit qu'on préserve la morphologie des particules. Et on voit juste une toute petite différence sur les courbes de granulométrie entre le matériau d'origine et le matériau gratté et recyclé. Et donc là, ce que l'on voit, ce n'est pas le procédé de recyclage qui a un impact et une influence sur l'évolution de cette
qui est d'ailleurs assez faible de taille de ces particules, mais encore une fois, c'est pareil, on suppose que c'est le procédé de calendrage qui est utilisé pour la mise en forme de ces électrodes. Et donc la partie qui était intéressante, donc on a montré que le procédé n'avait pas d'impact sur le matériau. Donc on arrive à séparer la partie aluminium. Là, on récupère un mélange avec la partie active et le carbone. Et je ne l'ai pas montré, mais on arrive également à séparer le PVDF. D'accord ? Et donc l'étape d'après, c'était de refaire des piles-boutons avec ces matériaux recyclés. Donc on a réutilisé uniquement la partie active et le carbone. Donc là, vous voyez l'évolution de la capacité sur son cycle à AC sur 5. Donc on voit une légère différence au début du cyclage, qui peut être attribué à différentes choses. Bon, le changement de taille des particules. Il reste des traces de PVDF à la surface de la matière active. C'est propre, mais il reste quand même quelques traces. Et puis, certainement, donc ça c'est des choses qu'on n'a encore pas étudiées, mais une évolution des propriétés de surface, avec donc il n'y a pas de carbonatation significative, mais il y a néanmoins des légères traces de carbonate de lithium. Donc ça veut dire repenser la formulation des électrodes avec cette matière première, ou peut-être pas, parce que ce que l'on a fait également, quelque chose qui est fait de façon fréquente dans le domaine du recyclage, c'est de mélanger une partie du matériau recyclé avec une matière d'origine. Il y a énormément de littérature dans le domaine du recyclage des aimants permanents là-dessus. Et ce que l'on voit, si on mélange 50% de matière recyclée avec 50% de matière vierge, on se rend compte qu'on a des propriétés qui sont similaires. Et si on regarde les performances du matériau par rapport à la vitesse de cyclage, on voit que quand on augmente la vitesse, on décroche. Ce qui était attendu et certainement dont l'origine est ce dont j'ai parlé précédemment. Par contre, quand on étudie la même chose sur le matériau qui contient un mélange 50% de matière recyclée, 50% de matière vierge, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes performances. Et quand on connaît, comme on l'a évoqué précédemment, le taux de déchets de production qu'il peut y avoir dans une gigafactory, on se rend compte qu'on peut très bien réinjecter facilement la quantité de matière liée à ces déchets de production dans la formulation des batteries, et a priori, sans attendre un impact sur les performances de la batterie. Et donc pour terminer, je voulais partager avec vous les travaux qu'on a fait sur l'évaluation de l'impact environnemental de la batterie, enfin de ces procédés de recyclage, pardon. Donc en comparant 4 approches, donc l'incinération sans récupération, qui est ce petit symbole-là, la pyrométallurgie. Alors ce que l'on a fait, généralement quand vous faites de l'ACV, vous devez toujours choisir une unité fonctionnelle. Et ce qu'on a choisi comme unité fonctionnelle, c'est la performance de la batterie. Et donc, dans notre cas, on a considéré qu'on avait donc on part sur 1 kg de déchets de production recyclés, qu'on avait une légère baisse de la performance, ce qui correspondait à 0,96 kg en prenant des matières recyclées par hydrométallurgie, avec une pureté des précurseurs qui est la même que celle qui est utilisée à partir de matières premières. Donc l'incinération, la pyrométallurgie, l'hydrométallurgie et le recyclage direct. Donc ce que l'on a fait, c'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'étude ACV au niveau du recyclage des fibres de carbone. Donc à chaque fois, pareil, est étudié l'impact sur différents critères. Donc bien évidemment, le pire, c'est l'incinération sans récupération. Ensuite, on a la pyrométallurgie, l'hydrométallurgie et le recyclage direct, ce qui pouvait être attendu en termes de résultats, sachant que donc ces calculs ont été faits à partir des données obtenues au niveau du laboratoire, mais que l'on peut optimiser ces données, et en particulier en jouant sur le paramètre dont j'ai parlé précédemment, l'optimisation du ratio entre la quantité de cosolvant et la quantité de matière que l'on va recycler.
Et donc pour terminer, un petit calcul qui montre la faisabilité du changement d'échelle de cette approche, je dirais au-delà de l'expertise qu'on a pu acquérir sur différents projets matériaux, mais également l'ensemble de l'expertise qui a pu être développée depuis les années 70 dans le domaine de l'extraction. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont capables de déterminer les OPEX et les CAPEX sans aucune difficulté de ce type de technologie, d'en faire le scale-up et également de les construire. Donc j'ai fait un petit calcul. Alors si on considère une gigafactory qui a une capacité de production de 10 gigawattheures par an, ça peut faire environ 10 tonnes, jusqu'à 10 tonnes de déchets de production. Et on peut gérer ça en utilisant des réacteurs de 50 litres. Donc je vous ai dit ici, cette installation, c'est un réacteur de 30 litres. Donc sans faire de jeu de mots, ce n'est pas une usine à gaz à construire pour pouvoir recycler ces matériaux. Et donc pour ce faire, ce sont des processus batch, bien évidemment, parce qu'on doit travailler, on doit gérer des matières solides. Donc gérer des matières solides sous pression dans des systèmes continus, c'est compliqué. Donc on est sur du système batch. Il faut compter à peu près 3 heures par cycle, avec le préchauffage, la montée en pression, le temps de réaction et la dépressurisation. Et donc en travaillant, généralement, il y a pas mal de procédés comme ça où on a 2 autoclaves, on en charge un pendant qu'on traite l'autre, et ensuite on traite dans le second pendant qu'on décharge et on recharge le suivant. Il y a un exemple comme ça d'usine qui a été monté au Danemark par la société Velux pour imprégner du bois avec des colorants pour éviter de repeindre ses fenêtres de toit régulièrement. Et donc là, cette usine a été constituée de 3 autoclaves en parallèle avec un diamètre de 2 mètres et une longueur de 8 mètres de long, qui permettait de rentrer des charges de bois à l'intérieur. Il faut savoir que le réacteur le plus gros, à ma connaissance, qui existe au CO2 supercritique, c'est 20 mètres cubes. Donc là, c'est tout ça pour dire que des autoclaves de 50 litres, c'est tout petit. On peut très bien imaginer, on dit bon, on n'en fait qu'un, mais on peut aller au-delà au niveau dimensionnement. Et donc en considérant 5 jours par semaine et 45 semaines de fonctionnement par an, on arrive à recycler les 10 tonnes qui sont produites par une gigafactory, qui pourraient être produites par une gigafactory. Donc pour conclure, donc on a développé ce procédé sur le recyclage direct des batteries lithium-ion, donc sur des déchets de production. Comme je vous l'ai dit, là je vous ai montré l'exemple de la positive. On a fait exactement la même chose sur la négative. Ça fonctionne tout aussi bien, voire mieux. Actuellement, on est en train de travailler sur l'évaluation de ce type d'approche sur des batteries en fin de vie, parce que à voir si ça peut être pertinent sur le recyclage des batteries en fin de vie, mais ça peut être pertinent sur des étapes intermédiaires, et on le voit par exemple sur des couplages hydro-pyrométallurgie qui permettent de faciliter le traitement, éventuellement d'abaisser les coûts de traitement. Et donc pour les perspectives, donc la problématique du recyclage de l'EFP, donc aujourd'hui qui est déjà traité en Chine, et donc la principale problématique, c'est le coût du carbonate de lithium. On a déjà eu les mêmes problématiques il y a une vingtaine d'années quand on s'intéressait au recyclage des plastiques, et la rentabilité du recyclage chimique des plastiques dépendait du cours du prix du baril. Et donc là, on a la même problématique avec le recyclage du LFP, et sachant que dernièrement, le coût du précurseur carbonate de lithium a chuté, donc ce qui peut compromettre la rentabilité de ce recyclage. Transférer cette technologie vers l'industrie, et donc là, ce sont des recherches beaucoup plus amont, mais donc du coup, on produit une black mass, sur laquelle on essaie ensuite de séparer les éléments. Et donc ce qu'on développe au laboratoire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la recyclabilité. Il y a beaucoup d'études sur la recyclabilité des matériaux. C'est quoi la recyclabilité? C'est de mettre un autre gène au-delà de la fonction dans le matériau pour faciliter son recyclage en fin de vie. Et donc là, c'est le projet qu'on a lancé.
Donc c'est une chaire d'excellence qui est financée par la région Nouvelle-Aquitaine, où l'ambition c'est d'arriver à synthétiser des matériaux pour l'énergie, en particulier dans le domaine des batteries, qui permettraient, donc qui seraient plus facilement recyclables et qui permettraient d'éviter de passer en fin de vie par la black mass. Donc c'est une chaire qui est portée par Cédric Tassel, qui est professeur à Bordeaux NP et qui mène ses activités à l'ICMCB. Donc je suis coporteur de ces travaux de chaire. Donc pour conclure, donc ce que l'on fait en utilisant ce couplage chimie procédé, avec ces solvants qui sont utilisés dans des conditions particulières, donc beaucoup de travaux autour de l'élaboration des matériaux, synthèse, mise en forme, j'en ai très peu parlé aujourd'hui, le recyclage, qui monte vraiment en puissance pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. L'utilisation de nouveaux outils pour accélérer la découverte des matériaux et l'optimisation des procédés. Vous voyez ici une manip que l'on a construite qui permet de produire 50 échantillons par jour. Et donc derrière, il faut travailler bien évidemment sur l'implémentation des techniques de caractérisation qui permettent de suivre. Et donc avant de terminer, je souhaite vraiment remercier l'ensemble de mes collaborateurs. Donc, ces travaux sont faits entre deux groupes de recherche de l'ICMCB, le groupe énergie, matériaux et batteries. Donc vous avez les collègues qui sont entourés, donc Jacob dont j'ai parlé, Laurence, et le groupe fluide supercritique avec Gilles et les deux étudiants en thèse. Et bien évidemment, merci pour votre attention. Un grand merci à Jean-Marie pour l'invitation. Merci beaucoup.